reprends mon cours sur Popper qui va se terminer dans des conditions un peu particulières, puisque nous sommes, on nous demande de ne pas venir à l'université pour éviter la propagation du coronavirus. Ce qui me semble une demande excellente. Moins il y a de rencontres, moins il y a effectivement de risques que la maladie se transmette. Et comme je crois que dans la région, elle était encore assez peu répandue, on peut espérer comme ça que dans les Alpes-Maritimes, nous soyons à peu près épargnés. Donc, je termine mes cours en vidéo et en audio. Vous constaterez que je n'ai pas mis le nez de clown que j'avais mis au premier semestre, puisque là, ce n'est pas une innovation pédagogique, c'est quelque chose de tout à fait sérieux et que j'approuve pleinement. Je ne sais pas, en fait, je verrai s'il y a beaucoup de gens qui regardent ou si vous préférez vous contenter de m'écouter. Ma voix étant un peu soporifique, peut-être que les images peuvent malgré tout vous servir à ne pas vous endormir, même si je ne vois pas grand-chose d'original à faire pour vous maintenir réveillé. Donc je vais commencer à mettre aussi bien en ligne des images que des enregistrements audio. Si je me rends compte que personne ne regarde les images, je me contenterai des enregistrements audio. De toute façon, il n'y en a plus beaucoup puisque donc cette unité d'approfondissement doit se faire uniquement sur 10 séances et que celle qui commence ici est la neuvième. Donc il y en aura encore une dixième. Bon, cette neuvième, je vais la couper comme mes cours normaux en amphi en deux, même si peut-être serait-ce mieux pour vous que je parle pendant 2 heures sans m'arrêter et ça vous permet de vous arrêter, vous, au moment que vous préférez, mais je ne suis pas tout à fait sûr d'être capable de parler pendant 2 heures sans interruption. Donc je préfère me donner comme objectif 1 heure d'enregistrement, une coupure et puis une autre heure d'enregistrement, une coupure et après j'attendrai un certain temps avant de faire l'enregistrement suivant pour que vous puissiez m'écrire pour me poser des questions auxquelles je répondrai soit par courriel, soit, mais le soit n'est pas très juste parce qu'en fait je ferai peut-être les deux, je répondrai par courriel ou à l'enregistrement du cours suivant. Bon, le cours suivant sera donc le dixième, c'est-à-dire le dernier, mais comme vous pouvez avoir des questions par rapport à ce dernier cours et que vous ne pourrez pas les poser en classe, je rajouterai une onzième séance, sans doute pas très longue, en fonction des questions que j'aurais eues à la suite de la dixième séance. Voilà, donc je reprends là où j'en étais, c'est-à-dire que j'avais commencé à parler de la société ouverte et ses ennemis de Popper, mais je ne parlais pas encore de ce qui était l'aspect central de la société ouverte et ses ennemis. Je parlais simplement je revenais sur ce que Popper disait de la méthode des sciences de la nature dans la société ouverte
et ses ennemis, l'idée étant pour lui que, en fait, ces qualités des sciences de la nature sont des qualités qui doivent être étendues aux sciences humaines. Je vais y revenir assez longuement. Il y a dans le texte de Popper à la fois euh, essentiellement justement dans la société ouverte et ses ennemis, et dans l'autre ouvrage sur les sciences humaines, Misère de l'historicisme, il y a à la fois une critique de ce que sont, de son point de vue, les sciences humaines de son temps, mais cette critique des sciences humaines ne doit pas être vue comme une critique qui rejette la possibilité de toute science humaine, c'est plutôt l'idée que les sciences humaines n'ont pas encore atteint un, n'ont pas encore atteint un état satisfaisant et qu'elles doivent s'améliorer. Donc ce que nous avions vu la dernière, lors de la dernière séance, c'était cette idée que les sciences de la nature, et donc ça doit s'importer aux sciences humaines, doivent contenir quelque chose, je reprends ces paroles, qui approche la libre critique, ceci n'étant que l'un des aspects, le premier aspect de ce qu'il appelle le caractère public de la méthode scientifique. Et il doit y avoir ces mêmes caractéristiques pour lui dans les sciences humaines. Il doit y avoir cette liberté de libre critique. Il ne doit pas y avoir une orthodoxie qui s'impose, qui impose ses vérités et qui se présente comme tout à fait indiscutable. Alors Popper, d'une manière que je trouve assez discutable, même si j'ai dit que je ne voulais pas trop le critiquer, considérait en fait que de son temps, la scientificité des sciences humaines était menacée par le marxisme. C'était pour lui le marxisme qui donnait la vérité dans le domaine des sciences humaines, qui donnait la vérité. Je m'exprime mal puisque la vérité c'est quelque chose de positif pour Popper, qui faisait taire toutes les critiques n'allant pas dans son sens. Il me semble que la critique que Popper tenait en son temps, si elle n'est plus encore que pour certains réactionnaires, elle est toujours valable. Il y a toujours certains qui dénoncent la terreur que font régner les marxistes, les féministes, les indigénistes, etc. Mais il n'en reste pas moins que, de mon point de vue, je trouve plutôt que dans un certain nombre de disciplines des sciences humaines, il y a tout autant une volonté de réduire au silence les gens qui ne parlent pas
en fonction d'une orthodoxie libérale, social-darwinienne, à ne pas confondre avec le véritable darwinisme. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit l'appréciation de la réalité du champ scientifique des sciences humaines actuelles, il me semble que ce premier aspect du caractère public de la méthode scientifique dont Popper chante les louanges est un aspect qu'il convient effectivement de valoriser. L'attitude scientifique veut dire critiquer à toute chose, exercer sa critique à l'égard de toute chose, ne pas reconnaître de vérité établie, ne pas reconnaître de dogme. En cela, Popper n'est pas très original, mais ce n'est pas un reproche qu'on peut lui faire. Il ne prétend pas être original, simplement disons qu'il retrouve ici des critères qui sont assez largement des critères mis en avant comme des critères de scientificité. Il les retrouve dans le cadre de sa propre conception de la méthodologie scientifique. Donc sa conception de la méthodologie scientifique ne va pas à l'encontre de ce qui est traditionnellement considéré comme une bonne méthode scientifique, et donc il y a, je le répète encore une fois, cette libre critique, et on a effectivement maints exemples dans l'histoire des sciences où l'abandon de la libre critique a nui au développement des sciences. J'ai pris comme exemple dans le dernier cours un exemple que Popper aurait bien aimé, l'exemple du lysenkisme, mais il y a un autre exemple tout à fait traditionnel, peut-être un peu caricatural, parce que les historiens des sciences et de la pensée montrent que, en fait, les choses ne sont pas aussi simplistes, mais il y a quand même cette idée de la révolution scientifique au XVIIe siècle qui se fait contre une orthodoxie aristotélicienne qui interdit la libre critique, qui interdit d'aller à l'encontre des enseignements d'Aristote, et qui cloue le bec de tous ceux qui veulent penser par eux-mêmes au terme de Aristoteles dixit, Aristote l'a dit. Donc c'est, je le répète, une vision assez simpliste. En fait, l'aristotélisme était bien plus subtil que ça. Aristote l'avait dit, certes, mais qu'avait-il dit? Les gens discutaient longuement pour le savoir. Donc, il y avait aussi une tradition dans l'interprétation d'Aristote pour essayer de faire